Rubio sait très bien que la question des boots on the ground, des troupes au sol, est cruciale. Parce que déjà, il y a 6 morts américains, donc leurs photos sont dans les médias, leur CV est donné partout. On apprend qu'il va y avoir des reportages avec leurs parents, etc. Et ça rappelle l'Irak. Ça rappelle le compte-gouttes. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, hier, lors d'une conférence de presse, le secrétaire à la guerre américain Pete Hegseth a déclaré, je cite, « Nous aurons bientôt une supériorité aérienne totale en Iran. Une fois que cela se produit, c'est juste une question de savoir combien de dirigeants l'Iran est prêt à nous laisser anéantir avant qu'ils ne mendient la paix et nous laissent choisir leur nouveau chef. » Régis, l'Amérique montre les muscles. Montre les muscles avec une rhétorique à laquelle on est quand même, faut reconnaître, habitué. En reprenant les précédents conflits, il y a même jusqu'à l'époque de la guerre du Vietnam, cette démonstration de puissance éhontée avec nous allons au but et nous allons y arriver quels que soient les obstacles. C'est assez classique, et c'est assez classique de l'Amérique quand elle est en difficulté. J'ai l'impression que tout le monde a oublié la guerre en Irak, j'ai l'impression que tout le monde a oublié l'Afghanistan. J'ai pris la comparaison ce matin, et je vous la refais aujourd'hui, du pays le plus bombardé au monde. Un pays qui s'appelle le Vietnam, qui entre 1965 et 1975 a reçu 7,5 millions de tonnes de bombes. Millions de tonnes. Faut bien réaliser ce que c'est. Ces bombes, évidemment, étaient à destination du Viet Minh, qui se transformera plus tard en Nord-Vietnam, et puis va finir par envahir tout l'espace. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que matraquer l'adversaire sous des déluge de bombes. Alors cette fois-ci, elles sont plus précises. On est plus sur du ciblage. À l'époque, on était sur ce qu'on appelait du carpet bombing, un mot qui a été inventé par les Américains à l'époque. Donc, on est dans des circonstances un petit peu différentes. Mais le point principal à retenir, c'est que quel que soit le nombre de millions de tonnes de bombes qu'on déploie sur son adversaire, ce n'est pas ce qui provoque chez l'adversaire en question une demande de supplication pour nous laisser choisir le prochain leader. Jamais le général Giap ou Ho Chi Minh n'ont fait halte, c'est bon, on vous laisse. Non. Le Viet Minh était peut-être plus massivement, on va dire, regroupé autour de ces deux hommes. L'opinion iranienne, y compris celle de l'exil, évidemment, est contre le régime en place, mais le régime a encore des soutiens. Et l'exemple le plus, à mon avis, parlant historiquement de cette volonté d'anéantir l'adversaire, c'est les bombardements sur l'Allemagne nazie. Dresde, Hambourg, en une nuit, en juillet 1943, à Hambourg, 43 000 personnes ont été tuées. Je ne parle pas de Dresde avec le phosphore blanc. Jamais ces événements-là n'ont dissocié le peuple allemand du régime nazi. Au contraire, les Allemands ont fait corps, la patrie attaquée, etc., etc. Donc il y a un effet contre-productif. Mais il semble que dans la rhétorique américaine, il y a toujours une sacro-sainte croyance sur l'idée que ça va fonctionner. Je prends un autre exemple, beaucoup plus récent. Je ne vais pas prendre l'exemple de l'Irak, on pourra en parler aussi, mais l'exemple de l'Afghanistan, la première phase d'intervention contre les talibans, novembre 2001, après le 11 septembre, George Bush décide de la guerre contre les talibans. À l'époque, les talibans accueillent Al-Qaïda. C'est une guerre de nécessité. C'est peut-être la plus juste des guerres, on va dire, puisque les talibans protègent ceux qui
qui ont attaqué les tours. On n'est pas dans une fantasmagorie d'un ennemi allié, comme ce sera le cas avec l'Irak. On va imposer un narratif. Là, il y a quand même une sorte d'évidence, et toute la communauté internationale, d'ailleurs, se joint à la coalition américaine. Même l'Iran, à l'époque, propose aux Américains d'utiliser ces bases pour frapper l'Afghanistan. C'est quand même intéressant de revenir sur ces historiques. Eh bien, cette campagne qui va être aussi à coup de B-52, de déferlement de bombes, de tonnes de bombes, ne va en aucun cas servir à détruire et à anéantir le régime des talibans, qui va être délogé, on va dire, par les forces spéciales américaines, liées à des peuples du Nord, aux peuples du Nord, c'est-à-dire les Tadjiks, les Ouzbeks, les Hazaras, qui vont, donc c'est des forces spéciales américaines qui vont faire le travail et qui vont progressivement déloger les talibans. Donc, boots on the ground. Voilà, je pense qu'on va en reparler. Donc, si vous voulez, le travail préparatoire, évidemment, qu'il y ait des bombardements, c'est tout à fait... mais le bombardement jusqu'au bout n'existe pas. Or, on revient absolument dans cette fiction avec... Ça relève de la naïveté, de la bêtise, de la provocation. Moi, je trouve ça étonnant parce que Pete Hegseth est quelqu'un qui a eu... C'est un ancien des forces spéciales américaines qui a fait ses campagnes. C'est un peu comme si les Américains ont occupé ces territoires. 10 ans l'Irak, 20 ans l'Afghanistan. Il y a quand même une connaissance que l'occupation n'apporte pas la stabilité. Et pour l'Afghanistan, c'est encore pire, puisque quand l'Irak arrive à peu près à s'en sortir, on va dire, même si l'équilibre est très fragile, mais la déstabilisation de l'Afghanistan a fait qu'au bout de 20 ans, on a redonné les clés aux talibans qu'on avait chassés au début, qui est l'exemple le plus absurde d'un conflit qui a coûté 1 000 milliards de dollars et qui a ensanglanté le pays, fait tuer des troupes de la coalition, des troupes françaises, etc. Donc le problème n'est pas finalement l'utilisation de cette rhétorique, mais de se dire pourquoi on retombe dans quelque chose qui ressemble... Alors on va me dire oui, mais c'est pas tout à fait pareil, l'Iran représente une menace, etc. etc. Oui, il y a tout un tas de raisons. L'Iran a quand même substantiellement déstabilisé la région pendant utilisant ses proxys à des fins, on va dire, En fait, l'Iran, pour moi, a profité de la seconde guerre d'Irak pour étendre sa puissance. Je m'explique, l'Iran a toujours eu des velléités expansionnistes en raison de la présence de minorités chiites dans les autres pays, y compris les pays du Golfe. Mais l'Iran, les États-Unis, et c'est encore pour démontrer que leurs guerres sont absurdes, ont fait in fine un cadeau à l'Iran en lui donnant l'Irak. En déboulonnant Saddam Hussein et en mettant au pouvoir un pouvoir chiite cornaqué par des milices pro-iraniennes. Faut voir que le monde chiite est un monde dont la carte de géographie ne s'arrête pas aux frontières. Le centre spirituel du monde chiite, c'est l'Irak. Le centre politique du monde chiite, c'est l'Iran. Et donc, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas toutes les ramifications. Et donc, l'Iran, à la faveur de la guerre en Irak, à la faveur de l'émergence de Daesh, a acquis une puissance à travers ses proxys, à travers le Hezbollah, à travers la Syrie, qui servait de courroie de transmission entre la maison mère et le Liban, à travers, finalement, les Hajj al-Shabi en Irak. Toute cette ramification a fait de l'Iran une sorte de puissance massive dans la région. Je ne dis pas qu'elle était décidée à agir et à anéantir Israël. En tout cas, dans la rhétorique de ses dirigeants, c'était le cas. Voilà. Donc, on peut comprendre quelque part le point de vue israélien parce qu'on est dans une sorte de lutte à mort qui existe depuis longtemps. Mais là, de déclencher cette guerre sans qu'il n'y ait
du point de vue américain, sans qu'il n'y ait véritablement de menace. Ça, les congressmen américains ont été briefés sur la situation en Iran. Tous, de Elizabeth Warren jusqu'à Mark Kelly, etc., ont dit à la sortie, il n'y avait aucune menace. On nous a prétendu une menace imminente de l'Iran qui n'existait pas. Et on a vu les choses que vous ne pouvez pas voir. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire que cette guerre a été déclenchée. Et c'est là aussi où on peut se poser des questions. Les États-Unis aujourd'hui sont en train de... Pete Hegseth, pour reprendre le personnage, lui, il n'a pas été tellement au charbon avec l'armée, il est allé voir les industriels. Là, ça fait une semaine qu'il va voir les industriels en disant « faut mettre les bouchées doubles dans les usines ». Industriels d'armement, va sans dire. Il nous faut des munitions, il nous faut des intercepteurs, il nous faut... Comme si on n'avait pas prévu tout ça. Comme si on était parti à la guerre tout à coup un samedi matin en se disant ça va être une promenade de santé. On est passé de 4 jours à 4 semaines. Hier, dans la bouche, ça c'est Trump, hein, dans la bouche d'Exec, on était passé à 8 semaines. Et dans la même bouche d'Exec, on est passé à 100 jours là. Ça change substantiellement, la planification n'est pas la même. Les États-Unis sont partis à la guerre avec des milliers d'Américains présents dans les pays du Golfe, qui sont aujourd'hui en train d'être rapatriés. On est en train aussi, au niveau armement, de fragiliser les alliés asiatiques en rapatriant de Corée, par exemple, des systèmes de défense THAAD, des systèmes patriotes, qui avaient été provisoirement prêtés à Israël pendant la guerre des 12 jours, qui ont été ramenés en Corée, et qu'aujourd'hui on ramène parce qu'il n'y a pas assez d'intercepteurs. Ça, c'est le gros problème, mais je crois que vous avez une question là-dessus, donc je ne vais pas anticiper. Ne spoilez pas, Régis. Voilà. Régis, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et ce même Hegseth semblent avoir des avis complètement divergents quant à l'envoi de troupes américaines au sol. Oui, parce que Marco Rubio a des ambitions présidentielles. Je ne dirais pas que Pete Hegseth en a, même si ça doit quand même le travailler aussi. Non, Pete Hegseth, il y a une vraie... on va dire, le soldat a pu être magnifique, mais le ministre est moins flamboyant. Il y a une sorte de brutalité toute américaine, hein, qui plaît à certaines sections de la population, hein, il n'y a pas de doute. Le côté on est les plus forts et on va gagner. C'est un peu agaçant parfois de se dire, mais malgré toute cette expérience, vous savez très bien que le plus fort ne gagne pas forcément, que le plus faible met longtemps à mourir et parfois ne meurt pas, parce que vous n'avez pas le temps. Vous savez, je reviens aux talibans. Les talibans disaient, alors on leur attribue ce proverbe, mais d'autres aussi pourraient s'en emparer. Vous avez les montres, mais nous on a le temps. Voilà. Et les talibans, ils ont attendu 20 ans avant de revenir au pouvoir. 20 ans. Ils auraient pu attendre 1 année de plus, 2 années de plus. Ce n'était pas le problème. Les Américains, tout est dans l'impatience, tout est dans l'idée de l'exécution immédiate, de l'application de la force qui va avoir des résultats concrets tout de suite, pour le bien, évidemment, parce que c'est toujours pour le bien. Et Marco Rubio a peut-être cette intelligence du latino, qui est d'être de plusieurs cultures, du fait que, bon, lui, il est un gros poisson en Amérique du Sud maintenant, il est un gros poisson dans le gouvernement, il adhère à la plateforme conservatrice trumpienne, mais disons, il voit aussi l'Amérique de demain. Il voit l'Amérique des minorités, alors que J.D. Vance et Hegseth représentent l'Amérique WASP, même si J.D. Vance est converti au catholicisme. Donc lui aussi parle à une certaine Amérique. Il ne parle pas à la même Amérique. Et Rubio sait très bien que la question des boots on the ground, des troupes au sol, est cruciale. Parce que déjà, il y a 6 morts américains, donc leurs photos sont dans les médias, leur CV est donné partout. On apprend qu'il va y avoir des reportages avec leurs parents, etc. Et ça rappelle l'Irak.
Ça rappelle le compte-gouttes. Les Américains ne gagnaient pas la guerre, ils voyaient la guerre stagner, mais ils voyaient leurs troupes décimées. Et vous savez, quand il y a une bataille et qu'on vous annonce 10 000 morts, c'est un chiffre. Mais là, c'est 4 500 morts américains pendant la guerre d'Irak. On les voyait tous les jours, on connaissait leurs noms. Roadside bomb, c'était du vocabulaire qui arrivait. Ah oui, encore une voiture qui a explosé, encore un missile qui a frappé, une roquette, etc. 2 morts. Il y avait les blessés aussi. Et ensuite, après, il y a eu, dans la société américaine, ce qu'on a appelé le PTSD, le Post-Traumatic Stress Disorder. Les soldats qui reviennent à la maison. Ce que les Américains ont appelé le home front, c'est-à-dire le front à domicile. Ben, ce front à domicile, tout à coup, il peut se réactiver. Et tout à coup, l'hostilité des Américains à ces guerres ingagnables et sans fin peut tout à coup rejaillir à la surface. Et les Américains de se rappeler concrètement pourquoi ils ont élu et Barack Obama et Donald Trump, parce que le seul point commun entre ces deux hommes qui se détestent, c'est d'avoir été élus sur des plateformes anti-guerre. Et là, Trump trahit quelque part. Trump provoque une guerre, part dans une guerre où il va y avoir des morts. Donc c'est un vrai pari. Et là, tout ce qui va se jouer jusqu'à présent, ça va être la question du temps. Moi, j'ai bien l'impression qu'on est parti pour une guerre longue. Plus la guerre va être longue, plus ça va être difficile pour Trump. Et pendant ce temps-là, Régis, Vladimir Poutine menace les Européens de leur couper l'accès au gaz. Donc le Qatar ne livre plus, compte tenu des circonstances géopolitiques. Et là, Vladimir Poutine décide de remettre un coup de pression sur les Européens. C'est très intéressant parce que ça montre presque une... je ne dis pas qu'il y a peut-être une concertation, mais sans doute, entre Russes, Chinois et Iraniens. Mais il y a une manière de les laisser venir, qui me rappelle un peu la bataille d'Iwo Jima dans le Pacifique, telle qu'elle est très très bien narrée par Clint Eastwood, qui pour le coup est un Américain intelligent parce qu'il fait un film en prenant les deux côtés. Et les Japonais, là où les Japonais ont eu un succès initial incroyable, c'est qu'ils ont laissé les Marines arriver sur les plages. On voit, c'est très lent, il y a personne. Ils sont avec leurs fusils, ils avancent, et tout à coup, voilà, le feu se déclenche. Là, c'est même pas ça, je vais dire, c'est le piège de l'économie. C'est-à-dire que les Iraniens, les Russes et les Chinois, quelque part, sont en train de prendre Trump à son propre jeu. C'est-à-dire Trump veut leur couper le pétrole, Trump veut rendre dépendant la Chine de son pétrole à lui. La Chine lui dit, ben viens, mais le pétrole est coupé. Le pétrole est coupé, et quelles en sont les conséquences ? Tu as un effet de choc sur ce que tu as créé, sur ce que l'Amérique a créé, le fameux pétrodollar. Tous ces pays, vous savez, le Qatar, le Koweït, avec chacun leur variante, le Bahreïn, ont été créés avec les capitaux. C'est d'ailleurs très intéressant comment sont arrivés les premiers capitaux après le 11 septembre. Quand le 11 septembre a tout à coup mis sur la sellette le monde musulman, tous les capitaux des pétromonarchies qui se trouvaient en Angleterre, aux États-Unis, ont été rapatriés à Dubaï. C'est ça qui a fait la première émergence de Dubaï. Ensuite, l'argument publicitaire maximal, il était que vous pouvez faire du business dans une zone stabilisée. Le nec plus ultra de tout ça, c'est le sultanat d'Oman, qui s'est même permis le luxe de développer un tourisme très riche, Dubaï aussi, mais un tourisme plus exotique au sultanat d'Oman, tout en ayant cette tradition de négociation, qui doit venir d'ailleurs de pratiques, à mon avis, tribales très anciennes, où ces sultans d'Oman avaient la particularité peut-être de régler les contentieux entre leurs voisins. Ça vient bien de quelque part. Hein. Je n'ai pas étudié la question omanaise, mais chacun a développé son aspect, a développé ses forces en mettant en avant ses forces, mais surtout l'argument principal qu'il est dans un monde en chaos, l'Iran d'un côté, le Yémen de l'autre, vous avez la paix. Vous avez la paix, la prospérité, venez, investissez, etc.
tout ça est remis en cause. Et surtout, vous investissez sur un prolongement de quelque chose qui a été construit par l'Amérique, c'est-à-dire les pétromonarchies. Et là, si tout ça s'arrête pendant plusieurs mois, bah, ça va être un gros problème. Ça ne va pas nous toucher tout de suite parce que le pétrole Vous avez français... fait votre plein d'essence, Régis? Oui, j'ai fait mon plein d'essence et j'ai vu que le diesel, d'ailleurs, est plus cher que l'essence maintenant, approche les 2 euros tranquillement. J'ai regardé mon voisin qui faisait son plein, on s'est dit, on espère que ça ne va pas être le dernier. Êtes-vous donc bien persuadé que cette guerre n'aura pas de conséquences sur votre porte-monnaie? Non, tout ça, si ça s'arrête la semaine prochaine ou si Trump dit on plie les Gaules et on arrête, il y aura quand même encore des conséquences, hein, parce que les dégâts ont été considérables. Le spectre, je le regardais ce matin dans le journal Le Monde, le spectre des frappes iraniennes est absolument incroyable. C'était absolument imprévu. Et il continue. Hier soir, ils ont failli, il y a 2 avions iraniens qui ont failli aller bombarder la base d'Al-Udaï au Qatar, qui est la plus grosse base américaine. Ils ont été abattus juste avant. C'est quand même incroyable. Alors quand Pete Hegseth dit on a presque toute la menace, parce que Pete Hegseth dit ça avant. C'est comme si les Iraniens écoutaient et ils disaient tiens, on va t'envoyer un truc. Tous les jours on est surpris, la qualité des missiles, on n'est pas forcément leur nombre, mais le fait que les missiles emportent certains qui ont été frappés sur Israël. Par exemple, Israël a énormément de mal avec un type de missile qui s'appelle le Fatah 2. Ils n'arrivent pas à l'intercepter. Il y a aussi les missiles avec des sous-munitions. Voilà. Il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup qui sont passés. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que... Est-ce que vous pouvez juste expliquer à nos abonnés ce qu'est un missile à sous-munitions? Sous-munitions, c'est ce qu'on appelle cluster bomb. C'est-à-dire qu'à mesure qu'il se décompose, des bombinettes qui peuvent exploser, qui peuvent arriver, être inertes, et tout à coup, un enfant en touche une, et c'est l'horreur. Donc voilà ce que l'Iran est capable de produire. L'Iran, dont on ne sait pas le nombre de missiles au total, dont on ne sait pas le nombre de cités missiles, les fameux souterrains, mais c'est du Gaza puissance 10, quoi. Peut-être même plus. Tout à fait, Régis. C'est la menace principale qui semble inquiéter le plus les Américains, s'appelle drone Shahid. Oui. Du coup, ces mêmes Américains se tournent vers les Ukrainiens pour avoir davantage d'informations et d'expertise sur l'utilisation de ces drones cheap, efficaces et surtout sur la manière de les détruire. Alors, moi, ça, c'est une des grosses surprises là encore une fois, qui me laisse penser qu'on est parti à la guerre, que les États-Unis ont décidé de partir à la guerre comme ça, un samedi matin, sans prévoir. Le Shahid, il a été introduit il a fait, personne ne le connaissait, enfin, sauf les experts avant. On avait d'ailleurs l'attention était plus attirée vers les drones turcs, j'ai oublié le nom, Bayraktar. Bayraktar, exactement, merci. Drones turcs, les Israéliens aussi avaient développé des drones kamikazes aussi très efficaces. Donc ça, le premier test grandeur nature de tous ces drones, ça a été la guerre de 44 jours entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en 2020, septembre 2020. Donc ça a été le premier, où là il y a une énorme surprise déjà à l'époque, mais qu'on n'a peut-être pas assez analysé, c'est que l'armée arménienne s'est fait décimer, en particulier ses blindés, par les drones, parce qu'elle n'avait pas upgradé son armée, tandis que l'Azerbaïdjan, grâce à ses revenus pétroliers et gaziers, avait une armée flambant neuve, pilotée par la Turquie, avec ses fameux drones. Mais le Shahid, c'est pas la même philosophie. C'est pas le nec plus ultra de la technologie. C'est un drone de conception relativement simple, qui est une sorte d'aile volante, qui a été donc introduit sur le champ de bataille russe au moment un peu après le retrait de Kherson, au moment où les Russes, on disait les Russes fragilisés, est arrivé l'hiver 2022 et les Russes ont commencé à utiliser ces drones avec un objectif de détruire le grid, le maillage électrique ukrainien. Ils ont passé plusieurs hivers à tenter de le détruire. Là, ils sont en train
vraiment d'avoir des résultats, c'est plus forcément avec des drones Shahid, mais en tout cas, au départ, ça a été ça. Et quand le drone Shahid est arrivé sur le champ de bataille, drone revisité en Goran 2, drone Géranium, par les Russes, c'est-à-dire que les ingénieurs russes ont changé un peu l'informatique à l'intérieur, ils ont fait voler ces drones en essaim, avec des leurres qui arrivaient pour activer les batteries de défense antiaérienne et faire que la vague principale arrive et passe au travers. Eh bien, les chercheurs du Pentagone à l'époque, mais se sont arrachés les cheveux. Ils n'avaient pas prévu qu'on pourrait pénétrer l'espace aérien ukrainien. C'était tout l'OTAN qui était à l'époque au chevet de l'Ukraine. Donc il y a eu, avant de trouver la riposte, il s'est passé un certain temps, et les Ukrainiens d'ailleurs ont commencé à eux-mêmes développer des technologies pour essayer de supprimer ces drones, de les abattre. Et ce qui est assez paradoxal aujourd'hui, c'est de voir que les Américains en sont arrivés à peut-être demander à Zelensky, qui a proposé ses services, pour contrer ces drones. Parce que ces drones, les Iraniens en ont par milliers, ils peuvent les utiliser n'importe où, n'importe quand, c'est très facile à faire voler, ça coûte 20 000 $, le système pour les détruire coûte, lui, 4 millions de dollars. Donc là, il y a une disproportion, et il va falloir forcément qu'on trouve des contre-mesures, et ça va mettre du temps. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'ait pas pensé à ça. On n'ait pas dit... Mince, le Shahid, il vient d'Iran. Bah, les Iraniens, ils en ont quand même pas mal. Ils n'ont pas tout donné aux Russes. Et j'ai même lu un papier de Global Intelligence là tout à l'heure où on explique que les Russes ont peut-être donné une version améliorée, un Guéran 3 à nouveau aux Iraniens. Donc c'est leur faire bénéficier, c'est-à-dire d'un champ de bataille à l'autre. Un Shahid 4.0. Incroyable, voilà. On en est là. Là, on est quand même dans l'innovation. On a parlé légèrement de l'hypersonique, mais on sait que les Chinois ont des missiles hypersoniques extrêmement difficiles à contrer, que l'hypersonique, nous, à part réagir quand le missile est déjà dans sa cible, on n'a aucune manière de le détecter quand il arrive. Donc, ni presque de le contrer. On a remarqué dans le ciel d'Israël des missiles patriotes où le missile arrive à contourner ou à déjouer des missiles patriotes. C'est très surprenant. Voilà. Je ne dis pas qu'ils ont toute la technologie. Les Américains ont aussi des nouveaux missiles qui sont en train de mettre en action. Seulement, les Américains s'attaquent à un territoire d'1,5 million de kilomètres carrés, des souricières partout. Là, en ce moment, ils bombardent Téhéran, mais bon... détruire le siège des gardiens de la Révolution, so what ? On sait très bien que c'est pas là que ça se passe, même si symboliquement, ça entretient l'idée qu'on a la maîtrise du ciel. Mais est-ce que finalement, les Américains sont pas en train de jouer une guerre qui n'est plus la vraie guerre, en fait ? Et que, au lieu d'apprendre et au lieu de la jouer finement, on la joue massif. Les Israéliens, eux, ont été intelligents. Ils ont pénétré le système, le centre du pouvoir en Iran. L'option Mossad, l'option Beeper, ça, c'est intelligent. Maintenant, ça fait pas tout. Et la vraie, pour répondre à la question sur Rubio contre Exep, quand Exep dit il faut des troupes au sol, il n'y a pas d'autre solution. Si vous voulez vraiment changer le régime en Iran, il faudra envoyer des hommes sur place. Ce n'est pas en continuant à bombarder par les airs que vous allez y arriver. C'est en envahissant l'Allemagne qu'on a réussi à détruire le nazisme. Débarquement en Normandie, opération Bagration avec les Russes et invasion russe jusqu'à Berlin. C'est comme ça que le nazisme a été vaincu. Il n'a pas été vaincu par les bombardiers B2 et les bombardiers B-17, pardon, les forteresses et autres, qui ont déversé des milliers de tonnes de bombes. Merci Régis. Merci.